Alors, Monsieur Gauger, cette insurrection éclate en juillet 1936. Les causes préalables, un peu. Bien, je crois qu'il faut brosser un- un tableau chronologique assez rapide de ce qu'a été la Deuxième République espagnole, sachant que la première a duré une année en 1873, et donc la deuxième commence en 1931. Elle fait suite à la dictature du vieux général Primo de Rivera dans les années 20, qui était un dictateur finalement assez débonnaire, puisqu'il n'avait pas interdit le syndicat socialiste où j'étais et qu'il collaborait même avec. Mais voilà, ce vieux général avait lancé un plan de relance économique à travers le pays, en s'appuyant notamment sur des capitaux américains. Et finalement, il a quitté le pouvoir démoralisé de voir son pays ruiné à la suite du krach de 1929. Donc, après ce départ du général Primo de Rivera, il y a un moment de flottement dans le pays, et les forces politiques qui s'étaient coalisées contre Primo et qui vont finalement, depuis les monarchistes modérés jusqu'aux socialistes, eh bien, ces forces proclament la République. D'ailleurs, à la suite d'une victoire aux élections municipales. Et d'ailleurs, la République est proclamée un peu sur un coup de tête du roi Alphonse XIII, qui décide de quitter le pays sans toutefois abdiquer, alors que rien ne lui indiquait forcément de quitter le pays après une défaite aux élections municipales. C'est vous dire que dès le départ, les relations entre les alphonsistes, c'est-à-dire les partisans d'Alphonse XIII, et les autres composantes politiques qui souhaitaient un assouplissement du régime, eh bien, ces relations, dès le départ, sont très tendues, puisque finalement, le roi, suite à un échec à une série d'élections locales, finalement, s'en va. En plus, la gauche n'était vraiment victorieuse que dans les grandes villes. Et donc, en s'appuyant sur les campagnes, le roi aurait pu essayer de bricoler un régime de transition. Bon, il préfère partir, il n'abdique pas, ce qui veut dire qu'il sous-entend qu'un jour ou l'autre, il est prêt à revenir en tant que recours. Et la deuxième République démarre avec un régime, disons, plutôt ancré au centre-gauche, quoi, et qui se fait surtout remarquer par sa volonté de réforme agraire, parce qu'il faut dire que la paysannerie est encore très importante en Espagne, et les terres sont encore très inégalement distribuées. Et puis c'est également un gouvernement qui brille par son anticléricalisme, ce qui paraît logique, puisqu'en Espagne, l'Église a longtemps joué partie avec les forces les plus réactionnaires du pays. Et donc, on trouve comme symbole de ce gouvernement de centre-gauche Assagna, qui est le principal homme politique de la période. Et puis, finalement, vous voyez que dans ce tableau, la classe ouvrière est relativement oubliée, hein, même si la constitution républicaine est très généreuse sur les droits sociaux. Le démarrage du programme social en direction des ouvriers est très lent à démarrer, ce qui fait que finalement, eh bien, la contestation ouvrière progresse. Ceci d'autant plus qu'en 1933, la droite opère un retour au gouvernement avec une coalition très curieuse qui regroupe les radicaux, radicaux qui se situaient plutôt à gauche au départ, mais qui glissent de plus en plus à droite. Et dans cette coalition, on trouve également la CEDA, qui est un mouvement disons, à cheval entre la droite et l'extrême droite, dont le dirigeant Gil Robles est très admiratif à l'égard de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, mais en même temps est un personnage très curieux, puisqu'en 1936, il quitte le pays, puisque visiblement, il ne choisit pas d'être franquiste. Bon. Toujours est-il que la venue au pouvoir de cette coalition de droite met le feu aux poudres et entraîne deux mouvements, enfin même trois mouvements insurrectionnels. Le principal étant le soulèvement des mineurs dans les Asturies, dirigé par les socialistes, les anarchistes et plus secondairement les communistes, parce qu'à l'époque les communistes sont encore très faibles en Espagne. Ils ne deviennent forts que pendant la guerre civile. Et puis le soulèvement évidemment en Catalogne pour obtenir une véritable autonomie catalane, puisque le catalanisme a largement glissé à gauche à cette époque-là avec le colonel Machia et ensuite le président Companys. Et puis on a également un essai de soulèvement à Madrid, cette fois-ci autour des socialistes avec Largo Caballero. Et déjà à cette époque-là, la droite fait appel à l'armée.
et fait appel justement aux tirailleurs marocains et à la Légion étrangère qui sont stationnés au Maroc. Et ces troupes sont dirigées par Franco. Franco qui jusque-là était un général très populaire puisque c'est lui qui avait remporté la victoire contre les Rifins dans la conquête du Maroc espagnol en 1923 et il était à l'époque le plus jeune général victorieux en Europe. Donc il bénéficiait d'une certaine aura et en plus il n'avait pas encore choisi son destin politique, c'est-à-dire que tout en étant très autoritaire avec ses hommes, il était capable de faire bonne figure aux démocrates quand l'envie lui en prenait. Or là, en 1934, il choisit son camp, celui de la répression, et donc la droite, désormais en Espagne, a les mains dans le sang. Et si vous voulez, la situation pourrit politiquement, avec des affrontements de plus en plus violents. À Barcelone, par exemple, les anarchistes organisent des bandes de pistoleros. Les sédistes en face organisent leurs propres forces et ripostent. Et puis, il y a aussi un mouvement qui est beaucoup plus déterminé, qui est la Phalange, qui a été créée vers 1933 ou 1934, je ne me souviens plus, sur le modèle un peu hitlérien, par le fils du vieux général Primo de Rivera, qui est José Antonio Primo de Rivera, qui devient l'idole des nationalistes, puisqu'il est fusillé au début de la guerre d'Espagne. Et donc, il y a des coups de feu qui sont échangés. Et dans cette situation délicate et difficile, eh bien, finalement, la gauche réussit à former un Frente Popular en 1936 sur le même modèle que le Front populaire français ou que le Front populaire chilien, puisque à l'époque, les communistes ont essayé d'impulser des stratégies de Front populaire dans tous les pays où le camp démocratique était menacé par la poussée du fascisme. Et donc en 1936, c'est le Frente Popular qui gagne les élections au début de l'année et qui s'installe. Seulement le problème, c'est que la droite en face a formé un Frente National et qui regroupe aussi bien l'extrême droite qu'une bonne partie de la droite classique. Et dès le départ, le Frente National fait comprendre qu'il n'accepte pas la victoire du Frente Popular et que les jours de la coalition de gauche, de la nouvelle coalition de gauche au gouvernement, sont comptés. Et donc, finalement, tout n'est plus qu'une question de temps. Il faut trouver, comme disaient les membres du directoire au moment où pourrissait l'héritage de la Révolution française, il faut trouver un sabre pour commettre le mauvais coup. Et finalement, le sabre, c'est Franco. Alors, c'est très curieux parce que le gouvernement de Front populaire se méfiait beaucoup de Franco et l'avait éloigné aux Canaries. Et alors, à l'origine de la guerre civile, il y a un exploit sportif, il faut quand même le citer, puisque Franco a réussi à faire venir un Anglais qui était sportif de l'aviation, qui détenait un avion de record, capable de faire des pointes de vitesse assez fantastiques, je ne me souviens plus exactement, mais enfin de l'ordre du 700 km/h, et donc de franchir les océans avec cet appareil merveilleux. Et donc ce sportif est venu chercher Franco aux Canaries, et à la surprise évidemment du gouvernement de gauche, l'a ramené au Maroc, où là il a pu prendre la tête de ses troupes